Alors on arrive au deuxième temps de cette table ronde qui sera donc à la fois un échange entre les quatre intervenants, mais aussi avec vous, sur un certain nombre de questions au fond qu'on peut tirer à la fois de cette interrogation qui sert de titre à notre table ronde, et puis aussi d'un certain nombre de propos là qui ont été tenus par les uns ou les autres. Là, à entendre Patricia, c'est vrai qu'on a envie de se dire, bah oui, bien sûr, langue française et francophonie dans l'espace public, la langue française est un outil de cohésion sociale quand on entend le récit d'une expérience comme celle-là. J'ai quand même un petit peu envie, je m'en étais ouvert à Émilie, Thierry et Raphaël quand la question m'avait été posée, j'ai quand même envie de poser la question, moi, mais est-ce que la langue ne peut pas être aussi un outil d'exclusion? Alors, qui veut répondre parmi vous là? On veut pas. On ne peut pas répondre. On ne veut pas. C'est ce que je crois que, enfin, pour reprendre justement les mots de la conférence d'introduction, je crois qu'elle est mais je crois qu'elle est les trois en même temps. Elle peut être une langue de valorisation, d'intégration, comme une langue d'exclusion terrible, sociale. L'autre qui est stigmatisé non plus par sa couleur de peau, mais sa façon d'utiliser la langue du pays d'accueil. Je veux dire, la langue du titi parisien, je suppose, n'était pas favorable à son inclusion dans la haute société. Mais par contre, vous aviez dit, ça c'est une anecdote, que pour titiller notre ami corse, Monsieur Micheli, que les accents du Sud empêchaient, mais je crois qu'on a eu un ministre de l'Intérieur en son temps qui maniait d'une façon très je dis pour ensoleiller le français. Est-ce un exemple positif? Je ne sais pas, je vous en laisse la responsabilité. Je ne sais pas, je dis simplement que c'est possible. Je n'ai aucune... Un président de la République, si je me souviens bien, Vincent Auriol, oui. Ah oui. Qui avait... Non, mais j'ai juste parlé de la comédie française et des présentateurs de télévision. Et j'ai dit que là, tout de même, c'était il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on peut monter sur une scène de théâtre, on peut présenter le journal à la télévision avec un accent qui n'est pas l'accent standard. Voilà. Non, simplement, je disais à Michel, parce qu'il n'a pas pu venir ce matin, parce qu'il enseignait en même temps, que oui, c'est un peu mon sujet de ce matin, de dire, je le prends en deux. Non seulement la langue peut être un outil de cohésion sociale, mais c'est même l'outil par excellence sans lequel il n'y a même pas de pensée. Enfin, j'avais renvoyé à Jean-Jacques Rousseau, ça ne vous étonnera pas. Mais en même temps, j'avais beaucoup insisté sur la langue comme facteur d'exclusion, à la fois à cause des registres de langue, à cause des accents, mais surtout à l'écrit, pesanteur extraordinaire De l'orthographe. De l'orthographe et des registres de langue à l'écrit. Langue, j'ai presque envie de mettre des majuscules, moi qui n'en mets jamais pour ne pas... de la langue. Stérilise, qui terrorise, qui rend impuissants les locuteurs. Donc, oui. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait qui est déterminant. Et au fond, toute la journée d'aujourd'hui aura servi à nous interroger sur ce qu'il faut mettre en œuvre, favoriser les aspects intégrateurs du dialogue, etc., de la langue, et pour... Ah oui, j'avais fini. Et au contraire, pour en conjurer les aspects excluants dont parlait Michel.
D'accord, merci. Alors, pardonnez-moi, en effet, j'ai été pris ce matin par mes activités d'enseignement et je n'ai pas pu, malheureusement, j'enrageais, mais je ne pouvais pas assister à cette matinée ce matin. À l'instant, vous parlez de la maîtrise de la langue et de ce culte français de la maîtrise de la langue. Au passage, je signale que l'appel à projet de la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui est sorti cette année portait précisément sur le titre de Action culturelle pour la maîtrise de la langue, ce qui montre bien l'actualité de ce syntagme, quoi. Mais alors, peut-être la question, est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce qu'il n'y a pas, ça peut être, Henriette Walter, est-ce qu'il n'y a pas dans d'autres langues aussi des facteurs d'exclusion très forts avec les accents? Je pense notamment à l'anglais, l'anglais du Royaume-Uni. Alors, ils ont beaucoup changé en Angleterre, bien sûr. À un moment, on ne pouvait passer à la télévision ou à la radio que si on avait le RP, la Received Pronunciation. Aujourd'hui, c'est autre chose, tout à fait autre chose. Aujourd'hui, il y a le Estuary English ou je ne sais quoi qui apporte quelque chose de plus populaire, comme presque. Enfin, c'est pas de l'argot, mais c'est un petit peu un accent plus jeune, disons, qui a été favorisé peut-être par l'accent de Lady Di, peut-être. Vous voyez, des choses de ce genre-là en Angleterre. Voilà. Donc c'est moins sensible peut-être que ça ne le fut. Ils ont même un titre pour ça, ce qu'on appelle le covert prestige. Le prestige de se mettre dans un accent d'une classe sociale plus basse, si j'ose dire ça, pour s'insérer, ça peut être à la mode. Est-ce que vous connaissez un violoniste, Nigel Kennedy? Ça vous dit quelque chose? Oui. Quand je l'ai entendu jouer en Nouvelle-Zélande, il avait 20 ans, il parlait le harpy, comme la reine. Maintenant il a mis tout un accent pour être avec son équipe de football. Voilà. Et il a changé l'accent, ça c'est toute une question de marketing. Et on appelle ça le covert prestige, c'est l'inverse. Merci. Alors, on revient peut-être au français. Juste un tout petit Patricia, truc par rapport justement aux accents. Moi, j'étais niçoise et j'ai commencé le théâtre au Conservatoire de Nice. Et la première des choses, c'est que la prof nous a dit tout de suite, mais cassez votre accent, c'est terminé l'accent niçois. Maintenant, vous faites des cours de prononciation et vous perdez cet accent, sinon vous ne serez jamais pris au sérieux, vous ne travaillerez pas. Vous ne jouerez jamais des rôles de répertoire avec l'accent. Voilà. Alors, c'était... voilà. Donc, j'ai... Voilà. Voilà. Alors, peut-être... Oui. Non, mais je le regrette. Oui. Voilà. Peut-être une question pour Sandra Coulibaly. Là, est-ce que le fait, vous avez parlé tout à l'heure du français langue de colonisation, puis de français langue internationale, est-ce que cette question se pose différemment à l'échelle internationale plutôt qu'à l'échelle hexagonale, le français comme langue de cohésion sociale? J'aimerais, c'est pas par provocation, puisque vous savez, on a une grande pièce du puzzle qui manque, c'est-à-dire un des pays extrêmement francophone par le nombre de locuteurs, qui est l'Algérie. Et je rappelle souvent que l'adhésion est volontaire. On ne force personne à évidemment joindre la famille francophone. C'est une adhésion volontaire. Et l'Algérie, jusqu'à présent, n'a pas souhaité rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de donner la parole à des écrivains ou des porteurs de cette langue du colon, en tout cas de l'ex-colon, et un des processus de décolonisation, comme vous le savez, qui a été l'un des plus douloureux. Alors, en parlant de génération, on a les premières générations d'écrivains algériens qui font le choix d'utiliser la langue française, et Kateb Yassine disait « le français est ce tribut de guerre, c'est guerrier ». Mais après, on reviendra sur les questions scolaires et puis cette langue des territoires perdus de la République, où là, je vous interroge,
où il y a une langue des jeunes, des banlieues, etc., qui est une langue d'exclusion, à la fois une langue d'identité communautaire, mais qui pose problème. Enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a 30 ans, Kateb Yassine, qui est un des très beaux écrivains, qui dit « ce français, ce tribut de guerre ». Et puis on arrive 30 ans, 40 ans après à Kamel Daoud, je ne sais pas si, qui a écrit un livre remarquable qui est La contre-enquête de Meursault, qui est pour ceux qui ont lu Camus, qui a été primé dans de nombreux prix internationaux. Je peux prendre celui de l'OIF. Mais je ne suis pas là pour faire... Mais vous m'accordez vraiment une minute, parce qu'on part donc de Kateb Yassine, il y a 30 ans, et puis on arrive à Kamel Daoud, dont la tête a été mise à prix d'ailleurs, parce qu'on l'a trouvé un peu trop libertaire d'expression. Enfin, c'est une plaisanterie. Alors, on pose la question à Kamel Daoud, comme on l'a posé à tous les finalistes justement de ce prix des 5 continents. Quel est votre rapport à la langue française? Et c'est la jeune génération qui arrive justement en 2015. Eh bien, la littérature a une seule langue pour moi, celle de l'expression de cet imaginaire qui est lui-même l'expression la plus proche de l'exactitude de nos réels. Ça, c'est l'écrivain qui parle là. Mon rapport à la langue est cependant doublé par un rapport de l'histoire de mon pays, l'Algérie, mais qui ne m'enferme pas et qui m'offre le monde. La langue française est pour moi un bien vacant en Algérie. C'est une langue propre, mienne, découverte par le désir et non pas par la contrainte. Enfant, j'ai découvert les livres seuls et non dans les écoles. C'est un territoire de libération et pas de colonisation, contrairement à mes aînés qui l'ont vécu ou hérédité dans la contrainte ou la violence ou la passion. C'est une langue insulaire, curieuse car créolisée, fascinante parce que j'en découvre ce caractère herbe sauvage, la francophonie, car échu, abandonné chez moi par les siens, poussant comme du lierre sur les objets et les rendant audibles ou insonores. La langue française n'est pas une langue, mais une vaste baie ouverte pour moi. Je l'oublie car je la parle et j'ai écrit ce que je vis et rêve. Ce n'est pas une langue, mais une étrange conversation que j'écoute dans ma tête. Et de conclure, enfin, quel serait, Monsieur Daoud, votre message à délivrer aux parlementaires francophones? On s'attend peut-être à une réponse politiquement correcte. Le français n'est pas à la France. La rencontre des langues est à la fois le lieu du baiser et de l'humanité. Voilà sa réponse pour la francophonie. C'est une langue que je trouve très belle si la francophonie était une langue en soi. Merci à Sandra de ce texte de Kamel Daoud. Alors vous avez peut-être, appelle-t-il d'ores et déjà des réactions? Je vois la main de Michel Lavaux là-bas, oui, qui se lève. Et puis, Pour information, c'est butin de guerre. Hein. Butin de guerre. Original. Je laisse les spécialistes. Non, mais c'est pas spécial. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Axel Moselin, je suis étudiante en Master 2 Francophonie et Mondialisation. Je voudrais revenir sur les propos de Madame Walter et poser 2 questions à Madame Koulibaly. En fait, vous considérez que la langue française, ce serait comme le résultat positif de la colonisation pour les peuples décolonisés aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, la langue française, ça peut être considéré comme une chance ou un outil pour les populations africaines quand on voit la situation actuelle de l'Afrique en marge de la mondialisation? Et je voulais également poser la question, je n'oserais pas parler de néocolonisation, mais dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas considérer que la francophonie reste un outil pour la France, reste un moyen pour elle d'exercer son influence, mais d'une manière plus douce? Bon, alors, moi, personnellement, ce que j'ai dit, c'est que les jeunes, les gens de la 3e génération, la colonisation, elle est loin pour eux. Et donc, comme ils ont grandi dans cette langue, ils la parlent comme la langue... Comme s'ils n'avaient pas été, comme si leurs parents n'avaient pas été déplacés, si j'ose dire. Voilà. Alors, votre question, c'était
La francophonie, La francophonie comme outil comme- de néocolonisation, c'est ça? Néocolonisation. C'est ça? Non? Comment? L'influence douce. L'influence douce de la France. La Je sais pas. puissance douce. Là, j'ai rien à dire. Je sais pas. Sandra, peut-être? Pourquoi moi? Pourquoi? Je vous demande. Pourquoi on se demande. Non, mais je crois qu'on a une personne très très autorisée dans la salle qui était aux manettes de l'organisation. Mais moi, si vous permettez, Monsieur le Recteur, qui a été un de mes anciens patrons, qui a été en charge de tout ce qui était éducation, formation pendant de très nombreuses années, en francophonie institutionnelle. Je vais lui passer la parole, mais j'aimerais quand même répondre à ce qui était prévu. On ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas vous assommer d'images. Et puis on avait un petit film qui reprenait ces métadonnées de la langue française à travers le monde. Il a bien fallu, nous, en tant qu'organisation, se positionner par rapport à vous qui êtes dans la salle. Je vois des jeunes, des étudiants. Et donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés d'abord par la francophonie ou la langue française. Bon. Alors, il faut quand même rappeler que la langue française, c'est la 4e langue d'Internet, la 3e langue des affaires. Ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est Ernst & Young. On ne peut pas soupçonner de manipulation francophone. Même le British Council le dit. C'est dire. 2e langue de travail, ça c'est le British Council, et 2e langue la plus apprise dans le monde. Bon, alors pour vous répondre, et pour répondre aussi à effectivement la langue du dominant, et ça c'est un fait historique, on ne peut pas la gommer. Et là je vous renvoie à Senghor qui disait, pardon, hein, c'est pas littéral, et je le fais toujours de mémoire, dans le fleuve de boue qu'a charrié la colonisation, pourquoi s'arrêter seulement sur la boue et ne pas s'arrêter sur ces pépites d'or dont la langue française que nous avons en partage. Je crois qu'on est, encore une fois, reprenons ce contexte de mondialisation, et vous êtes peut-être des enfants ou des bébés d'Erasmus, vous êtes des enfants de la mobilité, mais une des clés qu'offre une langue internationale, c'est évidemment la mobilité et le fait que vous pouvez circuler, être chez vous partout, enfin partout, on s'entend. Ça, c'est une clé formidable, et je crois qu'il n'y a pas un seul Africain, s'il a la chance d'aller à l'école, qui boude le fait de pouvoir apprendre la langue française et puis de pouvoir circuler dans toute l'Afrique de l'Ouest, au-delà de sa capacité de langue vernaculaire ou transterritoriale. Mais le français vous permet, vous vous rendez compte, enfin, je trouve que c'est une chance quand même formidable, de Québec au Vietnam, en passant par l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les Caraïbes, Haïti, etc., de pouvoir être un peu chez soi, puisque la langue aussi, pour faire un raccourci, étant le pays ou son pays, c'est un écrivain célèbre qui le disait, c'est formidable d'avoir sa maison. Alors la question du soft pouvoir, de la puissance douce, je renvoie à cette matinée où on disait il est temps que la France rentre dans la francophonie. Qu'est-ce que la France fait de la francophonie? Ça sera peut-être l'objet d'un autre colloque. Mais ça vaut un colloque. Alors, il y avait 2 demandes de parole, Michel Lavaux et puis monsieur. Là, alors, je ne sais pas si... Je souhaitais apporter quelques éléments de réponse à cette question qui n'est pas à sous-estimer. C'est une question de fond et qui concerne l'interprétation que l'on se fait aujourd'hui de la francophonie dans le monde et singulièrement en Afrique, bien que l'on dise, qu'on écrive que l'avenir de la francophonie est en Afrique. Mais je soulignerai très prudemment que cela n'est pas gagné parce que l'Afrique vit des signes des temps qui sont contraires. Elle-même, elle est ballottée par différents vents et qui nous font nous poser des questions. Il est évident qu'on dit cette étudiante qu'à chaque fois qu'on annonce un sommet de la francophonie, la presse diversement internationale et nationale dit
encore une grande messe néo-coloniale. Cela se vit moins aujourd'hui par rapport à l'appropriation de la langue, parce que, comme disait Madame Coulibaly, la langue française aujourd'hui vit plusieurs niveaux d'expression. Il y a un niveau qui est un niveau, disons, standard, international. Il y a un niveau qui est aujourd'hui, comme disent les linguistes, et je pense à Madame Martin, les sociolinguistes appellent cela un niveau mésolectal et qui appelle aujourd'hui une normalisation comme l'exigent les Africains et demandent qu'il y ait une académie francophone qui puisse normaliser cela. Donc cette langue, le rapport à cette langue n'est plus vu comme un rapport de colonisation ou comme un rapport de néocolonisation, mais tout simplement une appropriation, j'allais dire une indigénisation de la langue. Tropicalisation. Voilà, très bien. Maintenant, là où nous avons du mal à répondre, c'est au niveau économique. Et c'est pour cela d'ailleurs que le sommet de Dakar a donné deux signaux, la jeunesse et l'économie. Or, qu'est-ce que la francophonie économique? Et c'est là où les économistes bontains, qui sont des adeptes du néolibéralisme, posent effectivement le problème de la néocolonisation. Parce qu'effectivement, l'espace économique francophone est un espace fractal. C'est un espace déséquilibré, où l'échange économique est inégal. Car si on prend des échanges intra-régionaux ou intra-zones, nous avons 60% des activités économiques d'échange entre les pays francophones du Nord et à peu près 38% entre les rapports Nord-Sud, à peu près une vingtaine de pourcents pour les rapports Sud-Nord et 2% au niveau des rapports Sud-Sud. Comment peut-on parler d'espace économique? Deuxièmement, cet espace économique est en même temps dominé par des rapports économiques bilatéraux entre les pays de la zone franc et la France. Voilà pourquoi ceux qui continuent à critiquer la francophonie disent que c'est un espace néo-colonial, parce qu'à la vérité, la réalité de l'échange économique en francophonie, c'est le socle de la zone franc. Ça, indubitablement, c'est de ça qu'il est question. Alors la question est de savoir qu'est-ce que Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie va nous dire par rapport à la manière, à sa philosophie, à son épistémologie de mettre en place l'orientation de Dakar, francophonie économique. Si c'est un espace économique intégré, je ne vois pas comment cela sera possible, vu la dispersion des États, vu les disparités économiques incroyables. Est-ce un espace de coopération économique? Ça aussi, c'est possible. Mais aujourd'hui, que la francophonie nous dise quelle est sa direction, de manière à ce que nous qui sommes les ouvriers de la francophonie, nous soyons confortés et puissions affûter nos armes. Donc, ce que je veux dire en conclusion, on peut y revenir là-dessus demain, c'est parce que je donne une conférence au Master 2 demain sur la troisième francophonie et effectivement sur la francophonie économique. Et nous aurons à aborder ces problèmes demain au cours de cette conférence. Mais il est urgent, à la vérité, qu'une approche réellement économique arrive, parce que la mondialisation est d'abord économique, car aujourd'hui que les idéologies n'ont plus grand sens, c'est la notion, l'espace du marché qui est valable et qui représente un peu l'idéologie. Or, la culture ne peut être aujourd'hui valable que si elle est soutenue par une économie forte. Et nous vivons des distorsions, un marché qui s'étend de façon planétaire,
et une culture démocratique qui est balbutiante. Enfin, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais... Merci d'avoir répondu à cette question. Et on a bien compris que c'était une des questions qui pourrait faire l'objet à la fois d'une table ronde et d'un colloque et d'un séminaire, etc. Peut-être on va laisser à Olivier Garot l'occasion d'organiser un colloque sur ce sujet, à moins que ce soit déjà dans les tuyaux. Voilà. Bon, Michel Lavaux, au-dessus. Michel, Pardon. j'aimerais répondre parce qu'on a Et puis, on a été interpellé. Il y en a deux et... mais je voudrais laisser la parole à vous. Oui, donc Michel Jean Lavaux, je suis animateur de l'ouvroir de citoyenneté potentielle. Non, simplement, je voulais pointer dans les 4 interventions que nous avons eues, il y a des espaces intermédiaires, moi, qui me parlent. Je trouve d'abord du commun, c'est-à-dire qu'il y a la question des mémoires meurtries, la question d'un territoire commun et comment on travaille, ce qui était votre propos à tous les 4, c'est-à-dire comment on essaie de remédier, de soigner ces mémoires meurtries, puisque moi j'ai entendu que des interventions pour qu'on fasse des progrès en humanité. Donc je veux en tout cas moi, vous remercier de la juxtaposition et complémentarité de vos 4 interventions, et ça fait écho à ce que vient de dire monsieur. Nous ne sommes pas encore très très bien ensemble en humanité. C'était important ce qu'il a dit, mais ce qui est important, c'est que d'abord, ici à Lyon, il y a eu la complémentarité de vos 4 interventions. Et moi, j'y vois, je parle au nom de la société civile, des espaces intermédiaires où on a quelque chose à faire pour voir du commun. Merci. Alors peut-être du coup rebondir sur ce qu'ont dit tout à l'heure à la fois Hervé Fernandez et Patricia Thévenet. Si la langue est peut-être un outil de cohésion sociale, comme les choses ont été avancées, à quelles conditions cela peut-il se faire? Est-ce que Hervé ou Patricia? Hervé peut-être? Si j'aurais plus de chance, voilà. Ça a l'air de fonctionner. Effectivement, lorsqu'on est en face de problèmes, de personnes qui rencontrent des problèmes liés à l'illettrisme, elles évoquent cette idée de mémoire meurtrie. Elles ont en commun d'avoir un passé scolaire difficile, douloureux parfois, en dents de scie, et on a à les réconcilier, on va dire, avec elles-mêmes, avec leurs capacités. Et c'est le premier travail qui est à réaliser, c'est-à-dire redonner confiance en ses capacités, restaurer l'image de soi. Et tout le travail qui peut être conduit, et parfois le chemin le plus direct, c'est celui qui emprunte le détour par l'action culturelle, on l'a vu à travers l'exemple du théâtre, à travers aussi des visites de musées. On peut lire des tableaux comme on lit un texte, on peut retrouver confiance en ses capacités. À l'agence, nous travaillons beaucoup sur les facteurs de motivation qui font que des personnes vont avoir envie de renouer avec la lecture et l'écriture. On dit renouer parce qu'il ne s'agit pas de personnes qui n'ont aucune compétence en lecture et écriture. Elles peuvent avoir un bagage à la sortie de l'école, mais qui s'effrite parce que les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'existence font qu'elles n'ont pas réactivé ces connaissances de base. Donc on travaille beaucoup, par exemple, avec les familles qui peuvent avoir des difficultés avec les savoirs de base au moment où leur enfant entre à l'école. Donc c'est un moment qui fait que les adultes ont envie de renouer avec la lecture et l'écriture. Et donc on saisit cette occasion, on appelle ça les actions éducatives familiales, pour les accompagner, pour accompagner ses parents alors que leur enfant fréquente la classe de maternelle, le cours préparatoire. Et donc on prend en charge ces adultes à travers des activités culturelles, à travers des activités plus formelles de formation de base pour leur permettre de renouer avec la lecture et l'écriture. On est... on peut le dire, sur le fil du rasoir, c'est la maîtrise de la lecture, des compétences de base, du calcul, c'est une façon d'évoluer, de progresser, de devenir autonome. C'est aussi, la non-maîtrise peut être un facteur d'exclusion. On travaille beaucoup en ce moment, mais il faut qualifier cette notion d'exclusion. On travaille beaucoup en ce moment sur l'accès aux soins.
on fait l'hypothèse que les personnes qui sont confrontées à l'illettrisme ont moins recours aux minima sociaux et à la couverture médicale universelle. Donc on est en train de vérifier avec un laboratoire de Grenoble universitaire, voilà, comment ces personnes réagissent et si elles ont accès ou non à la santé. On travaille beaucoup en ce moment avec les apprentis qui sont dans les centres de formation d'apprentis, qui apprennent un métier, mais on fait l'hypothèse que si on ne consolide pas leur savoir de base, ils vont certes réussir leur CAP, mais ils ne pourront pas ensuite progresser, évoluer dans leur entreprise. Donc on travaille beaucoup sur ces éléments déclencheurs. Le partenariat est donc, semble-t-il, pour la NLCI, une des conditions nécessaires. Mais c'est la seule condition de la réussite. C'est-à-dire que cette question de la prise en charge de l'illettrisme, et je pense, y compris la prise en charge du français, ça ne peut pas incomber à une institution qui serait dotée de crédit, un fonds qui financerait des initiatives de sortie de l'illettrisme. On peut d'abord prévenir ce problème, c'est-à-dire tarir la source, fermer le robinet, faire en sorte que les conditions soient réunies avec l'école, autour de l'école, avec tous les partenaires, on l'évoquait du champ de l'éducation populaire, mais tous ceux qui gravitent autour de l'école, créer les conditions pour que les premiers apprentissages soient solides et s'ancrent confortablement et dans la durée. Et puis on peut agir aussi chacun à sa place, un conseil régional dans le cadre de sa politique culturelle, de la politique de formation professionnelle, une entreprise, des associations qui distribuent des repas, qui peuvent identifier des personnes confrontées à ce problème, en parler avec elles, leur évoquer avec elles des solutions, toutes les institutions culturelles, les institutions du champ social. Il y a énormément de partenaires qui ont un rôle à jouer. L'objectif pour nous, c'est pas de faire rentrer des personnes au chausse-pied dans des dispositifs, c'est de faire en sorte qu'à un moment de leur vie, lorsqu'elles croisent une personne qui est au guichet à la mairie, dans une caisse d'allocation familiale, identifient qu'elles peuvent potentiellement avoir des difficultés avec la lecture, l'écriture, on puisse avoir une attitude non pas seulement bienveillante, mais installer un climat de confiance qui fait que des personnes sont moins gênées. Et puis on sait aussi que les personnes qui accueillent des personnes confrontées à l'illettrisme peuvent être aussi gênées et ne pas trouver les mots pour en parler. Donc en ce moment, on travaille beaucoup sur l'outillage, la formation de tous ces relais qui sont dans la société pour qu'ils puissent être en capacité de dire, voilà, il y a 2 500 000 personnes qui sont confrontées à ce problème, c'est pas une honte, c'est pas un problème, il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui, on peut en parler de façon positive. On utilise ce terme qui est négatif, mais on a une visée qui est positive, c'est-à-dire qu'avec les personnes, on n'utilise pas ce terme d'illettrisme, on ne les renvoie pas à leur situation d'illettrisme, à leurs difficultés, au manque. On essaie de valoriser ce qu'elles maîtrisent déjà, ce qu'elles savent faire, et c'est tout le travail qu'on conduit pour outiller ceux qui peuvent les épauler, les accompagner. Donc agir ensemble, chacun à sa place. Je crois qu'on a entendu là le message et la méthode au fond que vous avez mise en place depuis la création de la NLCI. Patricia disait tout à l'heure, les mots ont un pouvoir. Alors à quelles conditions les mots ont un pouvoir dans les projets culturels et artistiques? Quelles sont les conditions nécessaires là Moi je crois aux projets artistiques au long cours, c'est-à-dire il faut du temps. Voilà, c'est bien, hein, c'est bien un atelier artistique ponctuel, évidemment, c'est une porte ouverte, mais un projet au long cours permet vraiment de construire les choses, de lâcher des choses aussi, parce qu'il faut du temps. Quand je dis les mots rentrent à l'intérieur, oui, mais il faut prendre le temps qui rentre et qui sédimente, qui se dépose. Ça, il n'y a que le temps qui peut le faire. Donc voilà, un projet artistique au long cours. Au long cours. En tant que responsable de l'action publique, on a vraiment, notre responsabilité collective, c'est celle-là, c'est d'offrir un cadre du temps, un cadre stable et porteur pour que les actions puissent s'installer dans la durée, se développer. Et donc notre responsabilité, c'est de prendre appui sur ce qui a été fait, d'assumer ce qui a été fait et de proposer ce cadre stable, porteur, de ne pas remettre en cause tous les 2 ans, tous les 3 ans ce cadre-là, de flécher des moyens pour que ces actions puissent se développer autour d'un objectif commun. Mais on a besoin de ce cadre de référence qui soit stable, le plus stable possible.
Sandra Coulibaly, quelles conditions nécessaires pour assurer cette cohésion sociale grâce à la langue? Comment répondre à cette question-là? Un petit détour vers la musique qui est universelle et la chanson qui allie l'universel, la musique et le texte, donc la langue française. Le travail formidable que fait Patricia. Il y a une autre initiative qui peut être aussi intéressante, c'est l'association Zébroc. Pour certains d'entre vous la connaissez, c'est un opérateur culturel depuis 20 ans qui mène un travail dans les banlieues, et notamment les banlieues parisiennes, et sur un public cible qui peut paraître problématique parce qu'en révolte, justement, qui sont les jeunes, les ados. Et ils font un travail formidable, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur 60 ans de patrimoine de chansons et de chansons francophones, et qui travaillent donc sur les textes de répertoire de ce patrimoine de la chanson française. Et ils font des allers-retours entre les accents, entre les syntaxes, puisqu'on peut avoir une chanson de patrimoine qui se transforme en slam. Des accents rythmiques d'ailleurs, comment une gigue ou quelque chose de très, très occidental peut être tout à fait transformé en ballade, etc. Donc on est dans l'interculturel et on est aussi dans l'appropriation et la reconnaissance. C'est ça que je voulais faire comme transition, c'est-à-dire les conditions du vivre ensemble. Alors je parlais de volonté politique et puis aussi de cadre. Alors là, M. Fernandez donne bien l'exemple d'un dispositif, d'un accompagnement, et puis les actions, la traduction. Moi, je trouve très intéressant de voir qu'il y a quand même une condition de reconnaissance de l'altérité. Encore une fois, je radote que la francophonie permet. On ne parle pas bien le français en francophonie parce qu'on ne parle peut-être pas bien la jauge, ou en tout cas la norme, évidemment, tout d'un coup, n'est plus la même. Donc le nouchi de Côte d'Ivoire n'est pas la haute langue, si on fait une analogie avec la haute culture. Alors tout d'un coup, on permet finalement une sorte de fragmentation et de pluralité du français dans un espace qui est l'espace francophone. Alors comment ça se traduit? Ça peut se traduire effectivement par des projets artistiques qui mettent en valeur et qui reconnaissent la valeur de ces Français venus d'ailleurs et qui enrichissent le tronc mère qui est la langue française. Pardon, mais c'est bien l'image d'un arbre parce que ça vit, ça grandit et puis ça peut faire des forêts. Merci. Mais pardon, juste terminer, c'est que ça se traduit comment? Je crois que c'est à la question de l'accessibilité à la langue. La lutte contre l'illettrisme, voilà un exemple concret, on va être dans le concret, donc permettre à chacun d'entre nous d'avoir une éducation de qualité. La question de la participation, c'est-à-dire que les parents couscous, etc., pardon, mais ça m'a tellement plu de participer justement au projet d'échange culturel, d'éducation à l'école, à l'extérieur de l'école. J'ai cru comprendre que la réforme des collèges et du primaire permettait peut-être des activités et le temps du partage et de la participation. Et puis la contribution, justement, permettre de venir avec son français traduit, de venir avec son français du Québec, son français venant du Wolof ou le Wolof du français, et construire ensemble un échange, un territoire du commun. Merci. Et puis peut-être il y a un mot que je trouve qui va bien à Henriette Walter. Peut-être elle va nous dire son sentiment sur le sujet. Quand on lit vos livres et quand on vous entend, il y a un mot qui vient, c'est le mot plaisir, en fait. Est-ce que c'est pas une des conditions nécessaires aussi qu'on trouve du plaisir dans la langue, Henriette? C'est vrai. Et le plaisir peut venir du fait qu'on explique les choses. C'est-à-dire qu'il y a un exemple qui me vient pour les emprunts du français à l'arabe. Quand on explique aux gens qui sont de langue arabe que chiffre et zéro, ce sont des mots qui nous viennent de l'arabe. Mais alors ils se disent, mais enfin, comment se fait-il que chiffre et zéro soit le même mot arabe? En fait, si on prend le mot arabe sifr, qui veut dire le vide,
c'est intéressant de montrer comment, d'une part, ce vide, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a pris le vide pour 0? En fait, c'est l'époque où on a commencé à la numération par position. C'est-à-dire qu'il fallait ne pas, comme on écrivait à la main, il fallait ne pas confondre 37 et 307. Hein, autrement dit, il y avait un petit espace qui était un vide, justement, avec le mot arabe, qui veut dire vide, permettant de noter que le 3, il est pour les centaines, et l'autre est pour les unités, et au milieu, il y avait les dizaines. Ça, c'est un début. Alors, évidemment, après, on se dit, oui, mais pourquoi 0 ? Pourquoi 0 ? Alors, pourquoi 0 ? Bon, vous savez que ce qui s'est passé, c'était que c'était fait à la main, si j'ose dire, et qu'on ne se voyait pas très bien. Quelquefois, c'était un peu proche. Donc, on n'était pas très sûr. Donc, on mettait un point. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en arabe, pour noter le 0 dans les chiffres, dans les nombres, on met toujours un point. Et puis, nous, on a agrandi, on en a fait un 0. Oui, mais alors, pourquoi vous nous dites 0 au lieu de dire chiffre ? Alors pourquoi ? C'est parce que, alors là c'est autre chose qui joue, c'est qu'on est passé par une autre langue. C'est-à-dire que le 0 nous vient d'une autre langue qui a également emprunté ce chiffre, disons cet espace vide, qui est l'italien. Ça a été pris d'abord sous une forme latine, zephyrum, puis zephyro. Et puis, comme on sait, les syllabes inaccentuées, on ne les entend pas très bien. Ça a fait zefro, puis zero. Et zero, ça a donné notre zéro, zero en espagnol, etc., etc. Donc, à ce moment-là, on a beaucoup de choses. On a raconté beaucoup d'histoires, mais c'est de là que vient le plaisir. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu les gens qui ont parlé des contes. Quand on raconte des histoires, quand on raconte l'histoire dans plusieurs langues, c'est un petit peu la même histoire quand on raconte les mots, comment ils sont venus. Il y avait un autre exemple qu'on peut prendre également de l'arabe, c'est magasin et magazine. Alors, magasin et magazine. Magasin, c'est l'entrepôt en arabe, Marsen. Mais magazine, on a une autre forme qui est arrivée beaucoup plus tard. Et d'où nous vient-elle, cette forme ? Elle nous vient d'Angleterre, puisque ce sont les Anglais qui ont commencé et qui ont prononcé le mot d'une autre manière, et que les entrepôts, c'était des endroits où on entreposait des marchandises, et donc ce mot a pris une autre extension pour des papiers, des revues dans lesquelles on entreposait des articles de divers genres. Et finalement, le magazine nous est revenu sous une nouvelle orthographe, et voilà, et ça nous vient de l'anglais. Donc, on a de l'arabe, et puis de l'anglais, et puis tout à l'heure, on avait de l'arabe et puis de l'italien, ce qui fait que ça permet de mettre ensemble beaucoup de langues différentes. Voilà, la cohésion sociale via la cohésion, l'hospitalité des langues et beaucoup de plaisir. Eh bien, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous entendre, chère Henriette, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête maintenant. Je vois les gros yeux de Thierry parce que il est tard. Merci beaucoup. On s'arrête combien de temps ?